Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On vous laisse vous connecter et arriver. On va démarrer dans 1 minute. Et 11h59. Voilà, donc il est midi. On vous propose de démarrer donc cette conférence en ligne. Bienvenue à toutes et à tous. Un grand merci pour votre fidélité dans la participation aux conférences en ligne d'Adéquancy. Nous sommes ravis de vous retrouver en tout cas donc, en ce jeudi 7 octobre. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Anthony Baron, un des fondateurs d'Adéquancy et également l'actuel CEO. Adéquancy est une société pour présenter nos activités spécialisées dans le management de transition avec une approche digitale puisque nous avons développé un réseau de plateformes communautaires en ligne qui donne un accès direct donc, aux managers de transition qui fédèrent aujourd'hui 8000 membres inscrits au travers de 10 communautés spécialisées par fonction, à savoir direction générale, finance, RH, DSI, achat, logistique, direction de projet, des fonctions directes de direction commerciale et marketing et également juridique fiscale. Nous avons également une équipe d'une douzaine de personnes qui intervient donc, pour les clients qui délèguent cette fois-ci donc, au sein d'Adéquancy leur recherche et un binôme se met en place entre un directeur de mission et un chargé de recherche pour sélectionner donc, des managers de transition et les proposer donc, aux clients et accompagner in fine le manager de transition pendant toute la durée de sa mission. Adéquancy existe depuis 2016. On a géré donc, depuis cette année 2021 une soixantaine de missions globalement. Et donc, on intervient aujourd'hui aussi pour présenter donc cette table ronde autour de la projection vers l'entreprise de demain, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'un dispositif qu'on a nommé Expérience, lancé en début d'année. Expérience sont 3 piliers. Le premier, ce sont des témoignages de managers de transition qui apportent leur vécu, expérience au travers, encore une fois, d'articles et de contenus qui sont partagés donc, sur notre site internet en l'occurrence. Le deuxième pilier, c'est une radio podcast qui s'appelle Les Acteurs de la Transformation, que nous avons lancé au mois de mai en partenariat avec Fanny Brodin. Donc, on fait la promotion aujourd'hui puisque c'est une diffusion d'une interview donc en podcast sur la chaîne, encore une fois, Les Acteurs de la Transformation, tous les jeudis à 18h. Donc, aujourd'hui, nous aurons un nouveau podcast qui sera diffusé. Et le troisième pilier, donc, ce sont ces conférences à travers donc, des tables rondes et des intervenants clés du monde économique et de l'entreprise qui viennent partager donc, leurs actualités ou des points de vue au regard des situations économiques notamment et dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on va faire un focus naturellement sur le livre blanc d'Adéquancy. L'idée a été pour nous donc, de mettre en avant justement le modèle d'entreprise dans la projection qui est celle, encore une fois, de l'entreprise de demain. Un axe aussi sur le capital humain et le fait de repenser le contrat moral et social entre l'entreprise et les collaborateurs. Et le troisième aspect qui nous a semblé
semblait important, c'était notamment donc, la place de l'environnement de travail au sein des organisations. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur votre écran. Donc, en fait, il y a un bouton en bas qui s'appelle Q&R. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur cet espace et l'ensemble de nos intervenants y répondront donc, à la fin de l'intervention. Donc, nous allons tout de suite démarrer en vous présentant donc, nos 3 intervenants du jour, Tina Cladirno, Jean-Marc Louard et Pierre-Yves Morvan. Bonjour Tina. Bonjour à tous. Donc Tina, tu as 20 ans d'expérience sur des fonctions de directrice marketing digital et dans la data, ainsi que de directrice générale dans les secteurs notamment du retail, du tourisme et de la distribution. Tu as conduit des plans de transformation majeurs auprès d'acteurs importants tels que Carrefour, Fnac Darty, Samsung et dans des contextes de mutation profonde. Tu interviens aujourd'hui en management de transition sur les rôles de directrice générale et directrice de la transformation, notamment pour mener des stratégies omnicanales, et tu es aussi administratrice d'entreprise. Et je me permets de souligner donc, que tu interviens en mission actuellement pour un de nos clients, acteur de la distribution, spécialisé 450 millions de chiffre d'affaires sous LBO, avec une forte présence internationale et donc société qui repart à la conquête de ses clients et qui cherche justement à déployer une stratégie omnicanale. Bienvenue Tina, en tout cas. Merci. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Anthony. Donc Jean-Marc, tu as 30 ans d'expérience dans le conseil en stratégie au sein des Big Four, BCG, A.T. Kearney, McKinsey et en tant que directeur général dans le secteur des télécoms, du retail, de l'automobile et des services. Tu combines les approches de conseil et des opérations. Tu interviens notamment en management de transition comme directeur général, directeur de programme de transformation et consultant en stratégie auprès des comités de direction. Et tu es aussi donc intervenant à Centrale Supélec. Bienvenue Jean-Marc. Merci. Bonjour Pierre-Yves. Ah, Pierre-Yves, on ne t'entend pas là, j'ai l'impression. Ah. Voilà, ça y est, on t'a entendu cette fois. Bonjour Pierre-Yves. Tu as 25 ans d'expérience dans le secteur, enfin dans les secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire et du luxe sur des fonctions de direction commerciale, direction industrielle et direction générale. Tu as piloté de nombreuses transformations industrielles et organisationnelles pour des acteurs tels que Safran, DER, Satis, entre autres. Et tu mets aujourd'hui à profit cette expérience dans un rôle de manager de transition en direction générale, notamment pour un de nos clients, donc ETI familial, en pleine transformation au niveau de ses opérations et dans le cadre aussi d'opérations de croissance externe qui sont en train de mener suite notamment à une levée de fonds et l'arrivée d'un fonds d'investissement dans leur capital. Bienvenue Pierre-Yves. Merci. Alors, petit focus rapide sur le livre blanc d'Adéquancy. Donc, pour repartir de la genèse, sortie du premier confinement, nous avions donc organisé une cellule d'experts d'une vingtaine de dirigeants d'entreprise, DG, directeur de la transformation, directeur également de plan de retournement et de restructuration. Et nous, on a travaillé donc en collaboration avec eux. En mode think tank avec des groupes de travail, des rendez-vous aussi plus individuels pour obtenir leur point de vue, notamment sur la gestion de la crise, comment engager des transformations pour en sortir le plus rapidement possible et revoir peut-être pour certains les business models, et puis une projection un peu plus prospective dans justement l'entreprise de demain. Donc c'est un document de 80 pages qu'on a donc édité pour notamment résumer donc ce travail qui date du mois de juin l'année dernière. Donc on a naturellement actualisé au regard de l'actualité aussi post-Covid naturellement, qui reste une crise sanitaire encore une fois, et on va voir aussi selon les retours d'expérience de Tina, Pierre-Yves et Jean-Marc les conséquences peut-être économiques, organisationnelles dans les entreprises. Et donc, ce livre blanc est disponible en lien de téléchargement sur le site d'adéquancy.com et on vous transmettra naturellement donc, le lien à l'issue aussi de cette conférence pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé. Alors, on aborde tout de suite et on rentre dans le vif du sujet sur justement les conséquences de la crise. Peut-être en guise d'introduction, ce qu'on avait d'ailleurs introduit dans le livre, c'est effectivement la signification du terme crise. Alors, quand on regarde le sigle chinois, signifie notamment danger et opportunité. Et en latin, le terme crise signifie action. Et en fait, donc, dans le sens
prendre des décisions et passer à l'action. Et en fait, ce triptyque danger, opportunité et action nous semblait totalement adapté à la fois pour ces discussions du jour et surtout donc, dans l'optique de se révéler et révéler donc, les organisations dans le contexte de crise qui est naturellement source d'opportunités pour les entreprises. Alors, première question pour Tina. Quelle est pour toi la situation dans les entreprises depuis globalement 18 mois et le premier confinement? Bonjour à tous et à toutes à nouveau. Alors, la situation, comme on le sait, est assez différente en fait, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, selon sa taille, sa géographie, évidemment. Le point à relever, c'est que cette crise a mis en exergue en fait, un certain nombre de valeurs relativement fortes, en tout cas les a encore plus révélées. La résilience, l'importance des talents au sein de l'entreprise, comme s'il fallait en effet le montrer, mais en tout cas c'est une réalité. Et la responsabilité, notamment vis-à-vis des uns et des autres et de l'environnement. Et dans l'ensemble des échanges que moi j'ai pu avoir pendant la période, en fait, j'ai assisté à de très nombreux en fait, questionnements de la part des dirigeants stratégiques opérationnels, notamment sur la raison d'être. L'entreprise sert à quoi? Une raison d'être réelle et vécue. Donc, qui fondent, on va dire, un peu la nécessité, au fond, de peut-être de se recentrer, on va dire, sur l'essentiel. L'alignement d'entreprise sur les enjeux du monde actuel et futur, et je l'évoquais juste avant, notamment en fait en conciliant à cela les talents. Et par ailleurs, donc cette période en fait a aussi révélé, mis en évidence en fait des fragilités relativement fortes et qui impactent le business, le cœur du business en fait des entreprises, comme notamment l'outil logistique qui est mis à mal, on le sait, hein, et de plus en plus, je pense qu'on n'est pas sorti de cette période extrêmement compliquée, donc ce qui impacte en fait naturellement la trajectoire de chacun. Les sourcing achats internationaux notamment sont confrontés à de réelles tensions pénuriques, des hausses des coûts, des délais d'acheminement qui explosent en quelque sorte, mais qui de facto impactent directement à la fois le modèle opérationnel en fait, des entreprises, à la fois la qualité de service des clients. Donc, on ne peut plus, en tout cas dans certaines configurations, on n'est plus en mesure en fait, de délivrer le service ou le produit au client dans des délais qu'il avait l'habitude de faire. Et même aujourd'hui, quand on annonce des délais, on n'est même pas forcément capable en fait, de garantir en fait, ces délais. Bon, bref, en fait, tout ça, en somme, en fait, met à mal l'équation économique de chaque entreprise et suppose naturellement de refonder, on va dire, son modèle par rapport à ces nouveaux éléments. Donc, entre gestion de crise immédiate ou en tout cas de risque plutôt immédiat à la construction de stratégies qui allient sens et performance, c'est globalement les grands sujets sur lesquels on peut être en fait aujourd'hui. Et les entreprises que je remarque beaucoup, c'est que, en tout cas dans celles que j'ai eu le plaisir en fait d'accompagner ou de guider, c'est qu'elles fondent vraiment leurs priorités aujourd'hui stratégiques autour d'éléments clés, en tout cas de facteurs clés de succès, comme notamment forcément la rétention du talent, qui est au cœur des enjeux et des problématiques actuelles. Hein. On parlera de pénurie dans de nombreux domaines. La supply chain également, qui est aujourd'hui fortement impactée, de la cybersécurité, et tout cela dans un cadre de changement climatique qui est fort et qu'on doit tous prendre en compte. Donc, moi, ce que j'observe, c'est un grand changement, en tout cas une très, très forte accélération autour de cela et une sorte de refocalisation, on va dire, sur des éléments clés ou des piliers clés de l'entreprise fondés sur le sens qu'elles doivent faire pour délivrer leurs clients, bien évidemment, mais en même temps, pouvoir fédérer les collaborateurs autour de ce projet. Donc, on mettra ça, je dirais, autour du sujet de la symétrie des attentions. C'est plus que ça encore aujourd'hui, c'est plus qu'une symétrie des attentions, c'est qu'on doit faire attention en effet à tous ces éléments. Et dans les expériences que j'ai pu développer jusqu'alors, alors j'ai eu la chance d'accompagner 2 structures pendant ces 18 mois. Une structure plutôt
produits grande conso tech et une autre, comme l'évoquait Anthony tout à l'heure, dans le retail B2B international. Les grands enjeux étaient très portés en fait sur la connaissance client ou l'active data, en fait, qui de facto tire le fil d'un certain nombre de changements en fait au sein de l'entreprise, et de gros enjeux également autour de la transformation effective des systèmes d'information qui sont révélés comment dire, comme à la fois facteur clé de succès ou facteur clé d'échec dans une autre manière, mais on va rester plutôt sur le positif. On va dire que ces informations sont quand même des éléments clés en fait pour assurer, je dirais, la promesse en fait de chacun. Et puis dans d'autres univers comme le travel par exemple, qui est un univers un peu plus entrepreneurial en fait que je peux avoir, là on est sur des tensions qui sont clairement différentes puisqu'on assiste aujourd'hui dans l'univers de l'hôtellerie à des situations où certains établissements sont aujourd'hui contraints de fermer une capacité de leur lit parce qu'ils ne sont plus en mesure de délivrer la promesse, parce qu'ils n'ont plus les talents, en tout cas les collaborateurs, pour pouvoir servir le client. Donc, on est vraiment dans une situation assez éclectique et je dirais aussi très, très variée en fonction des secteurs, des tailles d'entreprise et des géographies, bien évidemment. Mais en tout cas, les enjeux sont quand même très relocalisés, si je puis dire, en fait, sur le client et les talents pour refonder, je dirais, les bases du renouveau de la croissance. Merci beaucoup, Tina, pour ce témoignage. Jean-Marc, de ton côté, quelles sont les conséquences de la crise pour les entreprises? Écoute, je vais pas revenir sur l'historique de ces dernières 24 mois. On va dire, mais c'est vrai que au mois de mars 2020, on a effacé une grosse partie du passé. Et en effaçant le passé, on a effacé les références que les entreprises pouvaient avoir. Et on s'est retrouvé à devoir réécrire le plan stratégique, la raison d'être, le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Alors, il faut quand même aussi prendre en compte le fait que il y a eu de grosses différences. Il y a eu de grosses différences entre les secteurs, entre les entreprises. Moi, j'ai vu des entreprises plutôt dans la distribution B2B qui n'arrivaient plus à visiter leurs clients, où les forces de vente ne pouvaient plus entrer dans les bureaux des clients, où effectivement la supply chain était arrêtée parce que les usines étaient à l'arrêt. Et donc il y a eu un mode urgence à mettre en place dans ce genre d'environnement. Ça, c'est une vision de la situation, mais à l'opposé, on a aussi eu des secteurs finalement, je pense par exemple, c'est dans les moyens de paiement, où la, la crise n'a pas été très très douloureuse. Enfin, je veux dire, ils en sont sortis assez rapidement, ils sont revenus à des taux de croissance, la rentabilité s'est rétablie très 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 vite, et donc on a vu et on voit toujours des situations très contrastées. Tina mentionnait le tourisme, c'est sûr que certains peuvent se demander si ils vont survivre ayant effacé une saison d'hiver, par exemple, alors que ça pèse très très lourd dans leur chiffre d'affaires et dans leur marge. Donc cette disparité, cette hétérogénéité, on la retrouve aussi dans la sortie de crise. Et c'est ça que je pense qui est important aujourd'hui de garder à l'esprit et de travailler, c'est que chaque entreprise a son cas particulier, chaque entreprise a sa situation et la sortie de crise va dépendre de ses implantations géographiques. Est-ce que mes usines tournent? Est-ce que mes usines ne tournent pas? Quand est-ce qu'elles tourneront? Quand est-ce que le pays où je produis une partie de mes biens et services, ou surtout mes biens, mais va s'ouvrir? Quand est-ce que mes clients seront disponibles en France ou à l'international? Et donc, c'est cette analyse-là que beaucoup d'entreprises sont en train de faire sur la partie marché, sur la partie stratégie et redéploiement, en fait. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet éclairage. Pierre-Yves, pour toi, quel a été justement l'impact dans les organisations et pour les collaborateurs? Alors, on est là en fait sur les conséquences, hein, les conséquences de la crise et donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, je dirais que ça a bouleversé quelque part les idées reçues.
on avait des principes avant qui étaient de se dire tout simplement, bah voilà, il faut que je sois le plus léger en stock pour être le plus compétitif en cash. Il faut que je sous-traite au maximum mes fonctions simples et sans forte valeur ajoutée pour être capable de retirer le maximum d'agilité, de focale, enfin peu importe, et souvent d'argent, il faut bien le dire. Donc, c'était de ces idées reçues. Et en fait, ceux qui sortent aujourd'hui finalement mieux de cette crise, c'est assez paradoxal, c'est ceux qui n'avaient pas pris ces décisions. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est celui qui avait gardé du stock. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est celui qui a gardé sa première ligne, qui avait gardé ses logisticiens, qui avait gardé ses filles à la DV, qui avait gardé, etc., qui avait gardé ses principes, cette agilité. Parce qu'en fait, celui qui ne l'avait pas fait, finalement, il n'a plus de répondant dans le manche. En fait, on se retrouve dans une capacité de réaction qui n'existe plus, puisque si vous avez plus de stock, qu'il faut attendre un conteneur que vous allez payer 10 fois plus cher, qui vient de l'autre bout de la planète, et c'était des décisions qui s'étaient faites en conscience de ne plus acheter à côté et d'aller acheter à 10 000, 15 000 km de là pour gagner un coup avec une supply chain efficace. Enfin, je vous passe tout ce qu'on a tous connu dans les 30 dernières années. Et finalement, ça bouleverse les codes. Donc, ça bouleverse les codes pour les organisations, ça oblige à repenser le modèle, ça oblige à se redire comment je vais faire ma supply chain maintenant. Et c'est la même chose vis-à-vis des salariés. Ceux qu'on pensait avant peut-être moins utiles sont devenus très utiles. Et du coup, ça amène des réflexions, des gens se rendent compte qu'ils sont justement plus utiles dans la première ligne et il y a besoin justement de leur redonner du sens, redonner de l'envie. La mobilité s'est accélérée. On a vu il y a quelques jours ou quelques semaines, notre taux de chômage est au plus bas qu'il n'a pas été depuis une douzaine ou quinzaine d'années. Donc, on se retrouve avec une mobilité qui est très forte dans les entreprises en ce moment au niveau de ce que j'appellerais la première ligne. L'inverse de ce qui s'est considéré dans le Covid comme les bullshit jobs, qui ont pu être théorisés par De Funès ou autres. Donc, on a un repositionnement à la fois humain et à la fois de la supply chain qui est nécessaire et qui est finalement une opportunité parce que si on se met sous l'angle de la World Company qui avait géré son entreprise comme ça, on peut se dire c'est un risque, il y a des choses à repositionner. Si on se met sous l'angle fournisseur de ces compagnies-là, il y a des opportunités à venir ressaisir. Si on a gardé du levier, si on a de la puissance, si on a les équipes motivées et si on a les ressources, matériel en particulier, il y a possibilité d'aller reprendre maintenant ce marché que la World Company a un peu perdu avec le Covid. Absolument. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Et pour apporter effectivement du crédit à ton propos, j'ai le souvenir quand tu étais intervenu sur le lancement de la cellule d'experts au mois de juin l'année dernière, tu avais déjà mentionné l'importance du stock pour éviter tout risque de pénurie. Donc, bravo parce que je pense que On était un peu visionnaire sur le sujet. Malheureusement aujourd'hui, parce que tout le monde, il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte de la. Alors, il ne faut pas en avoir trop le stock, c'est pas non plus ce que je veux dire de l'autre sens, parce que il faut pratiquer le bon stock, mais il en faut en l'occurrence. Le proverbe chinois, puisque tu as attaqué là-dessus, quand les gros maigriront, les maigres mourront. Ça m'arrange à titre personnel. Merci Pierre-Yves. Alors, on passe tout de suite au futur pour les organisations, les collaborateurs et le travail, avec notamment l'adaptation et la transformation du modèle d'entreprise. Si je prends tout de suite les conclusions du livre blanc vers notamment la projection de l'entreprise de demain, ce qu'on avait fait ressortir, c'était notamment de miser sur une culture d'entreprise responsable, de privilégier le local, de fonctionner en mode agile, de mettre le digital au cœur de la stratégie de l'entreprise et favoriser aussi l'engagement des collaborateurs. Voilà. Donc, sur ce modèle d'entreprise, Tina, on a observé pour beaucoup d'entreprises des investissements dans le digital. Et selon toi, donc l'évolution vers l'omnicanal deviendra-t-elle la norme ou est-elle déjà la norme? Oui, alors je dirais que l'omnicanalité devant servir un sujet d'accès à une offre ou à un service pour le client, ça devient une norme. Je pense que en effet, énormément d'entreprises avaient déjà amorcé de grands travaux de transformation en fait à ce propos, connecter des réseaux physiques en fait aux réseaux digitaux, etc., etc. Donc oui, aujourd'hui, ce n'est pas une option. En fait, je dirais que le digital, c'est as a service. Donc, c'est un vrai accélérateur pour permettre au client d'accéder à ce dont il a besoin lorsqu'il en a besoin. Et jusqu'alors, forcément, les pure players, on disait qu'ils étaient toujours les mieux lotis. Jusqu'alors, je dirais, puisque cette crise, cette période que nous avons traversée, en fait, a forcé en effet la nécessité en fait pour des acteurs plus traditionnels de se transformer, en tout cas de pouvoir délivrer
des projets donc centrés sur la promesse client, centrés sur le delivery client de manière plus forte. Je crois qu'on a dû faire en quelques mois ce qu'on aurait pu faire traditionnellement peut-être en 10 ans. Donc ça a quand même, on va dire, cette vertu-là. Et je dirais que toutes les entreprises, quel que soit leur univers, en fait, ont vraiment avancé en fait sur ce sujet. Donc les marques de grande conso qui sont massivement représentées dans la grande distribution, les acteurs de la distribution. On a beaucoup entendu parler de Carrefour qui a beaucoup accéléré d'ailleurs sur les services à valeur ajoutée en fait pour être plus présent encore auprès des clients, mieux servir et justement préserver, je dirais, ces parts de marché, mais pas que. Donc tout le monde a beaucoup avancé sur ce sujet. Le digital, c'est aussi perçu et c'est un véritable levier pour certains, notamment dans le B2B, de croissance en fait du chiffre d'affaires. Étant en ce moment chez un acteur en fait du B2B, la nécessité d'accélérer en fait sur l'e-commerce en fait est vraiment réelle. Donc même si il y a des efforts, de bon nombre d'efforts en fait à réaliser, et en connectant en plus, Jean-Marc, tu évoquais le B2B tout à l'heure et les forces de vente. Enfin, je pense qu'il y a un gros sujet autour de l'organisation omnicanale à l'aune, je dirais, de ces nouvelles composantes de l'omnicanalité. Voilà, donc je pense qu'il y a de vrais enjeux sur ce sujet. Le digital, c'est aussi un moyen de développer de nouvelles offres, d'offrir de nouveaux services pour les clients. Et d'ailleurs, de bon nombre d'acteurs, de startups se mettent sur des verticales, des pans entiers d'activités qui viennent disrupter en quelque sorte aussi les acteurs traditionnels, donc les plateformisation notamment. Et la data, en fait, je pense que de ce que j'observe aussi, la data est aussi au cœur de ces enjeux de mutation, puisqu'on part, on va dire, d'un fondement qui est de comprendre qui est ce client, évidemment, et en général, quand on commence à regarder, à triturer la data et à comprendre en fait ce que rationnellement le client fait ou a fait depuis quelque temps en fait au sein de la marque, ça ouvre, je dirais, une belle boîte de Pandore. Avec des impacts sur les systèmes d'information, data, structuration de la data, connexion des systèmes en fait entre eux, sécurité bien évidemment, supply chain. Bref, ça ouvre le champ d'une transformation qui est très profonde en fait jusqu'aux plateformes collaboratives avec les talents évidemment. Donc aujourd'hui, le sujet de la transformation digitale ou l'omnicanalité, je dirais digitale, c'est un véritable levier de performance et de productivité, et je dirais que c'est assez incontournable en fait pour performer demain. Et d'une étude que j'avais lue il n'y a pas très très longtemps, c'est le rapport Leading in a Digital First World, je crois, il disait que 90% en fait des entreprises n'ont pas encore atteint leur objectif en matière de transformation numérique. Donc oui, il y a eu énormément de progrès, il y a eu de très belles avancées, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire encore pour permettre à chacune des entreprises en fait, de pouvoir, je dirais, refonder les attributs des modèles d'exploitation, les connectivités bien évidemment, et permettre en fait, aux stratégies digitales de contribuer à une performance, je dirais, plus durable. Claire, merci Tina. Pierre-Yves, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, rentre au cœur des modèles d'entreprise. Et comment, pour toi et selon toi, donc bien l'intégrer dans nos organisations, et quel impact, notamment au niveau industriel, supply chain, surtout dans ce climat actuel de pénurie de matières, notamment? Alors, la société, elle attend globalement aujourd'hui beaucoup plus de local, beaucoup plus. Je pense que les conséquences, parmi le sujet des crises Covid et ce que ça amène sur le modèle d'entreprise, on attend beaucoup plus de local, beaucoup plus de proximité. Il y a tout un enjeu société qui a bougé autour de ça. Alors, il a été diversement vécu selon qu'on était en ville, à la campagne, mais tout le monde a vécu ce choc-là. Et aujourd'hui, finalement, dans la société, dans l'entreprise, on ressent le même point, puisqu'on est finalement attaqué par ce problème de manque de matière, attaqué par le sujet des manques de ressources, qui est venu bouleverser ce sujet. Il y a un besoin, et c'était de toute façon une tendance avant la crise, d'améliorer globalement la responsabilité sociale, environnementale, donc la RSE. Et donc, que ce soit sur la gestion des équipes, sur la gestion des relations entre les clients et les fournisseurs, sur la gestion des matières qu'on utilise, des produits, de là où on va chercher les matières et de comment ils sont produits.
ces produits-là. On a tout un ensemble de repositionnement qui doit se faire. Donc, c'est le bon moment. En tout cas, c'est un moment nécessaire pour le chef d'entreprise pour se poser des questions, comment il va repositionner à la fois son offre, mais aussi son modèle de supply entre ses clients, ses fournisseurs, comment il va repositionner sa valeur, comment il va recréer des nouveaux partenariats, parce que les amis d'avant, ce n'est plus forcément les amis de demain en termes de relations. On ne va pas forcément acheter aussi loin, on ne va pas acheter dans les mêmes conditions, on doit être moins gourmand dans la consommation énergétique pour la planète, donc tout ça, et qui finalement est totalement compatible de toute façon avec l'explosion des coûts des transports ou des coûts des matières. Donc je rappelle, 20% sur le plastique, 30% sur le carton, 60% sur le métal, on est à 500 ou 800% sur le coût du transport entre la Chine et l'Europe. Enfin, on a une explosion de ces coûts qui oblige à repenser. Et de la même manière, on a le besoin d'avoir un positionnement qui devient clair vis-à-vis de ses salariés, parce que finalement, les salariés, ils sont restés pendant la phase de la crise, mais aujourd'hui, il y a du boulot partout. On a besoin de les remotiver, mettre en condition de suivre. Donc, il faut être clair en tant que patron. Quel est mon modèle? Comment je le fais partager, à la fois en interne avec mes clients, avec mes fournisseurs, et comment je donne un nouveau souffle à tout ce qui vient de se passer, et comment j'utilise finalement tous les leviers, que peuvent être une transfo de la supply chain, une transformation IT, un enjeu d'engagement RH. Comment j'utilise tous ces leviers pour relancer finalement mon activité face à ces chocs qui ont existé, mais maintenant c'est rentré dans le système et il faut passer à l'étape d'après. Donc il est important de recréer de l'équipe, de la cohésion et de vraiment se poser ces questions et puis d'assurer des réponses sur elles. Et dans l'entreprise pour laquelle tu interviens, les clients qui sont des grands donneurs d'ordre du luxe vous demandent aujourd'hui Alors, on a d'être clairement, mais co-responsable. c'est pour moi, je veux dire, c'est à la fois, enfin, c'est une surprise, un choc, mais on a clairement une demande de décinisation des produits, c'est-à-dire, ou de localisation plus exactement. On peut rester chinois pour la Chine, mais pour l'Europe, il faut désormais fabriquer en Europe et la France fabriquer en France. Enfin, il y a vraiment une notion, une volonté de la part des clients, affichée par les clients, et demandée par les clients, de produire beaucoup plus local, avec un enjeu, je crois, RSE assumé, moins d'énergie, plus de responsabilité sociale, des matériaux plus nobles qui impactent moins la planète. Voilà. Donc, on est dans une tendance qui était déjà avant, qui existait déjà avant la crise, mais qui là s'est clairement affirmée dans les derniers mois. Très Et clair. ça amène Merci. un repositionnement de toute la chaîne de livraison, toute la chaîne de production. Il y a vraiment des relations client-fournisseur à tous les niveaux à reconstruire. Et c'est une force, c'est-à-dire que si on arrive à proposer, et ça doit être le cas justement, si on arrive à proposer des nouveaux modes de production, des nouveaux types de produits, eh bien, on a plus de chances. Mais il faut évidemment aller vite dans une supply chain qui, sur certains secteurs, avait été complètement laminée en France. Très clair. Merci Pour beaucoup, reconstruire. Pierre. Jean-Marc, on comprend que les modèles d'entreprise sont spécifiques à chaque marché et typologie de clients. Toutefois, et selon toi, encore une fois, comment accélérer sa transformation et le rôle justement des systèmes d'information dans les organisations? Écoute, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de définir ses priorités. Et selon le degré de maturité interne de l'entreprise, on voit bien qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà de la data, qui ont déjà des systèmes qui sont matures, et puis d'autres qui se construisent encore sur ces éléments. Donc selon ces priorités-là, ce degré de maturité, le degré de risque externe aussi qui peut exister, quelles sont à ce moment-là mes priorités pour accélérer sur ma transformation. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est pas une transformation des SI au sens un peu réducteur du terme. C'est vraiment une approche de plateforme. C'est une approche de plateforme qui va depuis les data insights, tous les éléments qu'on peut analyser, détecter relatifs aux clients. La gestion de projet, les workflows, la gestion de programmes complexes qui avant se géraient, on va dire, par des séminaires, des réunions et du PowerPoint. On voit aujourd'hui que il y a des outils qui peuvent se mettre en place et qui aident énormément les entreprises à gérer les projets plus efficacement. Et puis toujours dans cette notion de plateforme, il y a la façon de travailler et les outils qui permettent ce nouveau mode de travail qu'on appelle hybride et qui pose pas mal de questions en termes d'organisation interne
pour les DRH, mais pour les managers aussi. On voit bien que ça, c'est une des choses qu'il faut pouvoir régler pour accélérer cette transformation. Et puis évidemment, dans cette plateforme, il y a le cloud et la mise en place de ces structures-là dans l'entreprise. Donc tout ça, ça fait beaucoup de chantiers. Mais si on définit ses priorités et puis si on utilise aussi, je pense que c'est important, des outils qui existent et qui peuvent vous aider, on peut aller beaucoup plus vite. Je pense par exemple sur la connaissance client, la connaissance des tendances et la détection des tendances fines sur le marché. Il y a des outils comme NetBase Squid qui existent, qui apportent un univers de possibilités d'analyse qui sont très fortes. La gestion de projet aujourd'hui, de plus en plus de cabinets travaillent avec des outils. Je sais pas, je pourrais citer DecideAct, Wave chez McKinsey, Conductor. Tout ça, c'est des outils qui permettent de gérer les projets d'une nouvelle manière, qui font partie de la transformation des entreprises. Et puis la gestion des modes hybrides de travail. Il y a aussi des plateformes comme Cove ou il y a un nouvel acteur français d'ailleurs qui vient de lever de l'argent qui s'appelle Office All et qui officeall.io j'ai vu qui propose des systèmes de gestion du personnel et des locaux dans un mode hybride, quelque chose qui n'existait pas trop auparavant et en tout cas qui est en train de se répandre assez rapidement. Voilà. Donc prioriser, paralléliser, utiliser les outils qui sont là, qui existent, qui peuvent être déployés pour gérer des projets et des programmes de plus en plus complexes dans les entreprises en mode distribué. Oui, absolument. Et surtout quand on se retrouve avec une multitude de projets à mener. Bien sûr. C'est clair, hein, parce que tous les plans d'entreprise sont parfois amenés à se transformer quand on parle notamment de transformation globale. Donc, on imagine bien effectivement la parallélisation de ces projets. Et merci effectivement pour les tips et les outils que tu viens de communiquer. Donc on aborde maintenant le volet aussi humain, social, qui est cher à nos intervenants du jour. C'est justement le fait de repenser le contrat de confiance entre l'entreprise et les collaborateurs. Pierre-Yves, une première question pour toi. Donc on observe une forte mutation dans la relation au travail des collaborateurs. Les conséquences de la crise ont amené, justement, on en a parlé, de fortes disparités. Col bleu, col blanc, les villes, les campagnes, les situations familiales également pour certains. Quelle est pour toi la situation et les conséquences au sein des entreprises? Alors, mais c'est ce qui est. Après, autant tout le monde a vécu très différemment cette crise. Et effectivement, ville, campagne, col blanc, col bleu, comme tu le dis, les gens n'ont pas du tout vécu de la même façon. Et il y a tout un tas de populations au travail qui n'a pas vécu le télétravail. Il y en a d'autres qui les ont vécu presque à 100% de télétravail. C'est d'ailleurs un tropisme qu'on a en tant que patron d'entreprise. On voit souvent les personnes qui nous sont proches, donc plus des cadres. Et donc, on a tendance à vite oublier que 80% de la population n'est pas au télétravail. Donc, y compris dans les différentes usines et autres. Mais comme on voit ses collaborateurs proches, on a trop tendance à se focaliser sur ça. Bon, le chiffre qui est à l'écran, il parle de lui-même, 47%. 47% sont prêts de changer d'entreprise. En fait, ça nous ramène à un sujet, ça existait déjà avant la crise, la guerre des talents. Ça ramène à un sujet, c'est lorsqu'on a des bons, il faut à tout prix les préserver, les conserver. Et en particulier, il faut systématiquement prendre le temps de donner du sens, de communiquer. Alors, ce n'est pas toujours simple. Il ne s'agit pas d'aller simplement distribuer un PowerPoint à tout le monde. Ce n'est pas ça, communiquer, donner du sens. Je pense que c'est prendre un certain temps d'écoute, donner de la cohérence et passer du temps auprès des équipes. Je pense plus que jamais, après cette phase-là qui a été très déstabilisante pour beaucoup d'entreprises, pour la quasi-totalité des entreprises, il est important de reprendre contact, de continuer le contact qui a eu lieu pendant cette crise, parce qu'il y a aussi des bons principes qui se sont mis en place, il faut les continuer. Bien prendre contact et d'abord penser à valoriser les personnes qu'on a en interne et d'aller trouver les talents. La crise, elle a pu révéler aussi des personnes au sein de ces entreprises qui avaient du potentiel de faire plus. Et c'est souvent là, déjà, qu'on a la capacité à aller, avant d'aller chercher des gens, déjà rien qu'en interne, déjà le valoriser, prendre le temps d'écoute. Et puis parfois,
Cette crise, elle a amené des nouveaux changements. On parlait tout à l'heure de nouvelles supply chain, nouveaux contacts clients, nouvelle organisation. Aller chercher aussi des bons à l'extérieur, mais comme toujours, lorsqu'on est patron, c'était le cas avant, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, prendre le temps de gérer ces hommes et ces femmes dans l'entreprise, c'est devenu totalement clé en fait. Hein. Et c'est existentiel, je dirais, pour un patron, mais c'est aussi pour un directeur d'une équipe financière, un directeur d'une équipe commerciale supply, prendre le temps, réfléchir, redonner du sens et relancer ses équipes. Parce qu'il ne faut pas hésiter aussi à remettre tout le monde en présentiel par moment, alors par des journées, par des séminaires, par un collectif, redonner un sens à tout le monde, parce que les équipes qui ont pu être en télétravail ont pu se séparer un peu de la relation aux autres et être un peu comme des hamsters dans la roue et ne pas prendre le temps de réfléchir. Donc, reprendre le temps de la réflexion, y compris collective, pour se relancer et puis aussi, en tant que patron, identifier les talents et ceux qui vont bien rebondir. C'est clair. Jean-Marc, pour toi, quel est donc le modèle social vers lequel tendre pour créer justement un climat de confiance dans les organisations? Je pense que Pierre l'a évoqué. D'abord, il y a un vrai gap entre ce qui est perçu par les directions et la réalité des équipes. Et donc, j'ai vu une étude récemment où on avait classé certains facteurs importants dans le monde du travail en fonction de la façon dont les employés ou dont les employeurs le croyaient important. Et on voit qu'il y a des éléments qui sont totalement sous-évalués selon les employeurs, mais que les employés trouvent très très importants. Comme on en a parlé un petit peu, mais être valorisé par son manager, avoir un sens d'appartenance à l'entreprise, et Dieu sait si c'est plus compliqué dans un environnement distant, être dans un climat de confiance et des choses comme ça. Ces éléments-là, en général, ils sont fortement sous-évalués par les directions. Et donc déjà prendre conscience de ça ou faire sa propre enquête en interne permet d'analyser ces gaps, d'analyser ces différences et puis de travailler dessus. Et on a parlé de raison d'être. Effectivement, moi je pense que j'appelle ça le pourquoi parce que je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être ce qui manque le plus dans les entreprises, c'est pourquoi on est là. Et quand on peut rester chez soi et travailler à distance, on a encore en plus cette question-là qui revient sur la table. Donc il y a certainement rediscuter au sein de l'entreprise ce pourquoi, et puis s'assurer aussi que les valeurs, parce que dans beaucoup d'entreprises où je vais, il y a des valeurs qui sont affichées dans les salles de réunion, etc. Mais s'assurer que ces valeurs, elles sont vécues en interne par les équipes et elles sont perçues par les clients dans leur expérience commerciale, toute simple, avec l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, faut quand même, il faut quand même dire que c'est pas toujours le cas et qu'il y a des espaces d'amélioration. Et je pense que c'est ça qui peut faire évoluer le modèle social et recréer un climat de confiance en interne, mais aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, dans l'ensemble de la supply chain. Absolument. Et Tina, donc pour toi, comment répondre justement aux attentes des collaborateurs et rendre nos entreprises attractives? Pierre-Yves le disait tout à l'heure, on a un taux de chômage qui est particulièrement bas, avec de fortes tensions, notamment sur les premières lignes au niveau des collaborateurs. Voilà, donc d'où cette question aussi qui t'est posée. Alors, je rejoins Pierre-Yves et Jean-Marc, notamment sur un élément qui me semble aujourd'hui extrêmement structurant, c'est sur la clarification, la clarification du sens ou de la raison d'être, on va dire, de l'entreprise, qui nourrit bien évidemment ce fameux contrat de confiance. Donc la raison d'être, évidemment, Jean-Marc, tu évoquais le fait que les valeurs étaient souvent affichées dans les salles de réunion, dans les locaux en fait des entreprises. Oui, alors c'est bien de les afficher. Ce qui est très important, en fait, c'est de faire en sorte qu'elles soient vécues, en effet, en fait, en interne. Alors, en interne, donc, bien évidemment, sur l'ensemble des collaborateurs, mais il faut aussi que c'est une répercussion ou un impact et ça se sente aussi au niveau des clients.
puisqu'on parle beaucoup de promesses clients. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi sur un énorme enjeu autour de la promesse collaborateur. Donc, j'irais sens et utilité, en fait, c'est relativement fort. Une transparence, plus forte transparence et une communication autour de ce que souhaite faire l'entreprise et pourquoi elle souhaite le faire. L'ambition, la trajectoire. Souvent, dans les entreprises, on remarque et on entend d'ailleurs au sein du corps de l'entreprise par les collaborateurs qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop quelle est la trajectoire de l'entreprise. Et ce manque de lisibilité, de visibilité, en fait, fait que le collaborateur ou le talent n'a pas forcément l'impression de faire partie intégrante de facto de ce monde-là. Et je pense que c'est assez structurant, puisque c'est comme ça qu'on arrive aussi à engager le plus grand nombre. Je pense que cette lisibilité, cette transparence, en fait, permet vraiment de projeter les talents dans la vie de l'entreprise et dans son futur, bien évidemment, parce que chacun aujourd'hui ne s'inscrit pas dans une job desk. En fait, d'ailleurs, on fonctionne encore sur le principe de je décris en fait un job et on a un collaborateur qui va le prendre. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur un sujet de rôle, de mission et de projet au service en fait d'un collectif, au service en fait d'un objectif. Je pense que les collaborateurs ont envie et besoin, et d'autant plus, je pense en fait aujourd'hui avec les événements en fait vécus, qu'ils ont besoin de se rendre utiles. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à mieux nourrir cette fierté d'appartenance qu'on a tendance à oublier, qui est pourtant le ciment, je dirais, de la collaboration. L'écoute en l'empathie et l'empathie, donc tout ça est lié, bien évidemment, mais je pense que c'est clé, on en a de plus en plus besoin. Et l'entreprise, je pense, doit pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Pour être attractive, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit visible. Il faut aussi qu'elle soit exemplaire. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, au fond, finalement, autour de l'entreprise, ce qu'on peut attendre d'elle aujourd'hui. Mais en tout cas, de ce que moi, je peux vivre au quotidien dans les différents recrutements que nous opérons aujourd'hui, ce sont des questions assez fortes, en fait, qui apparaissent de la part des candidats. Il y a un autre point que je remarque énormément et on en parle beaucoup et le gouvernement vient d'annoncer, je dirais, des efforts budgétaires ou un plan budgétaire assez important sur l'accélération de la formation. Donc, on parle d'obsolescence en fait, des compétences qui s'accélèrent et qui créent potentiellement des pénuries sur bon nombre de métiers. Et des pénuries sur des métiers de terrain. Pierre-Yves, tu évoquais en effet le fait que il n'y a pas que des cols blancs, hein, nous on peut être un peu déformés parfois, mais donc il y a un certain nombre de talents. Moi, je me permets de parler de talents en fait sur le terrain qui aussi ont besoin en fait d'être accompagnés dans cette mutation, dans cette transformation. Donc, je pense que accompagner les collaborateurs en fait fait partie du contrat de base, je dirais aujourd'hui. Donc, des plans de formation qui permettent cela, des formations en fait en continu pour développer le capital humain, puisque le capital humain, c'est quand même le cœur de l'actif, je crois, de l'entreprise, bien sûr. Et puis, il y a un autre enjeu, et on le voit s'accélérer, notamment en fait, aux États-Unis, donc sur la révision des politiques salariales et de formation pour accompagner, je dirais, ce changement. Et l'autre point autour de ça, c'est que ce que j'ai noté, on commence à le faire et des entreprises sont déjà bien avancées sur le sujet, c'est l'exploitation de la data au service en fait de ce changement. Je pense que c'est assez structurant. Alors, parler de data quand on est sur un registre RH talent, ça peut paraître un peu compliqué. Bon, tout ça, bien évidemment, dans un registre RGPD très compliant. Il y a de vrais sujets, de vrais changements, je trouve, au niveau de l'exploitation en fait, de la data au service d'une meilleure performance de l'accompagnement des ressources. Alors, que ce soit dans un cadre de pénurie de métiers où la data peut permettre en fait une meilleure captation en fait de talents donc par rapport à des besoins donnés et d'établir de meilleurs prévisionnels. Également, la data au service d'une meilleure efficacité des organisations pour diminuer les taux de rotation, diminuer les process, les délais de recrutement et les process associés, détecter et proposer les bons parcours aussi d'accompagnement auprès des talents. Je l'avais vu notamment au sein du groupe L'Oréal, mais pas que. En fait, il y a d'autres groupes qui ont beaucoup avancé sur le sujet.
Et puis aussi la data pour anticiper les besoins en compétences et accompagner le changement. Et le management, par ailleurs, grâce à des analyses prédictives qui pourraient être réalisées. Alors, c'est un vaste sujet, un vaste chantier. Je pense que plus de data et de facto peut-être plus de marketing au cœur de la fonction RH peut être un véritable atout, justement, peut-être pour faire converger ce besoin de revisiter et de clarifier peut-être le contrat de confiance ou la promesse employeur vis-à-vis des collaborateurs et de facto je dirais, intégrer ou impliquer, engager encore plus en fait, le collaborateur au sein de l'entreprise. Je partage entièrement ton point de vue, Tina. Je rebondis d'ailleurs aussi sur un autre membre de la cellule d'experts d'IRENA qui allait dans ton sens, hein, qui avait fait beaucoup de travaux autour de la symbiocratie et qui mettait en avant le fait que le marketing et les ressources humaines devaient travailler plus en collaboration, justement pour permettre de partager à la fois des méthodes ou des outils typiquement au marketing et en faire bénéficier vraiment l'usage au niveau des ressources humaines et auprès des collaborateurs. Donc, voilà, transformer effectivement un marketing orienté client, un marketing orienté client interne fait absolument du sens. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On va aborder maintenant le sujet de l'environnement de travail, donc qu'on appelle aussi workplace. Jean-Marc, on observe des entreprises revoir notamment l'organisation des espaces de travail avec le développement c'est tout distanciel. Quelle relation donc, pour toi doit avoir justement le collaborateur à son lieu de travail ou avec l'entreprise encore une fois et comment maintenir le lien social quelque part dans ces nouvelles configurations? Oui, alors il faut quand même bien dire que ça a été un peu l'open bar des attentes individuelles ces derniers mois. Hein. Chaque collaborateur avait sa propre idée sur la façon dont il voulait faire son travail à distance, pas à distance en partie, totalement. Et puis ça devait évidemment se heurter aux contraintes du fonctionnement de l'entreprise. Difficile à gérer pour les directions générales et les DRH. Plus le fait que globalement les valeurs ont changé, les valeurs personnelles des gens ont changé. On voit bien ça avec le déplacement de personnes vers des villes de taille moyenne et du commuting favorisé par le télétravail. Donc on voit, je pense que tout le monde, les gens qui regardent ça et qui analysent ça sont d'accord pour dire qu'on va vers un modèle hybride, ils appellent ça hub and spoke, hein, un peu comme dans l'aérien, où on a un mélange entre un siège et puis des sortes de relais qui doivent pas spécialement être les bureaux de l'entreprise, mais qui peuvent être des bureaux loués, des espaces partagés, etc. Et donc ce modèle hub and spoke, c'est dans ce modèle hub and spoke qu'il va falloir se redéployer et maintenir, reconstruire ce lien social. Et je pense que il y a des techniques pour ça. Aujourd'hui, on le fait bien pour définir des nouveaux produits ou des nouveaux services. On fait du design thinking, on utilise ce qu'on appelle customer journey. C'est le moment de faire ce que j'appelais l'employee journey. L'employee journey, ça commence un peu avant le recrutement, la façon dont on communique, bien sûr, mais ça commence aussi, ça se poursuit après au recrutement, c'est revoir comment ça se passe. Est-ce que les valeurs écrites et l'expérience des interviews correspondent, hein, parce que quand vous êtes dans une salle en train de lire les valeurs au mur, mais que la personne qui vous interviewe ne se comporte pas toujours exactement comme ce qui est écrit au mur, ça peut interpeller les jeunes. Moi, je vois beaucoup de jeunes à Centrale Supélec. Je vous assure qu'ils ont des exigences qui sont importantes à ce niveau-là. Il faut un processus rapide, il faut un processus efficace. Je pense que dans les cabinets de conseil, on était probablement best practice, meilleure pratique là-dessus, mais dans beaucoup d'entreprises, le processus de recrutement, il est encore long, compliqué et semé d'embûches administratives. Il y a l'onboarding, évidemment, qui doit se faire à distance maintenant, dans beaucoup de cas, ou en partie à distance. Comment est-ce qu'on revisite ça Comment est-ce qu'on gère au quotidien des équipes qui sont en partie à distance, en partie présentes? Tout ça, c'est vraiment
retravailler ça avec des méthodes de design qui existent pour arriver à reconstruire un modèle social, une façon de travailler avec les équipes qui inclut tout ça et qui va jusqu'à ce que des entreprises faisaient déjà, hein, ce que j'appelle l'entreprise à géométrie variable, avec des options d'intrapreneuriat, d'extrapreneuriat, et des possibilités de retour. Tous ces éléments-là sont pris en compte aujourd'hui par les candidats dans leur choix d'entreprise. Excellent, merci beaucoup Jean-Marc. Tina, entre les salariés qui souhaitent retrouver le monde d'avant et ceux qui souhaitent évoluer dans le monde d'après, donc d'autres disparités, quelle politique pour toi au niveau RH et également sur l'environnement de travail dans l'entreprise pour engager, fidéliser nos collaborateurs? Alors oui, monde d'avant, monde d'après ou monde actuel, je dirais renouveau et réinvention du monde actuel et futur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des faits marquants. C'est-à-dire que la crise a lourdement impacté les relations sociales entre les collaborateurs. Ça, on le sait, avec des impacts assez forts. Le rapport des collaborateurs aussi au management a fondamentalement changé. Plus de liberté, plus d'autonomie. Et je pense que là-dessus, le retour arrière va être compliqué, voire, je ne vais pas dire impossible, mais en tout cas, on ne pourra plus fonctionner en fait, de la même manière. La relation, peut-être, je vais oser le qualifier de infantilisante de management par le contrôle. Voilà, alors c'est variable en fonction des géographies, on le sait, et de la culture des entreprises. Le télétravail, par ailleurs, s'impose durablement. On le voit, la rentrée s'est faite d'une certaine manière et durablement, en fait, les entreprises vont hybrider leur organisation et leur mode opératoire. Et sur un autre registre, globalement, le bien-être des collaborateurs en fait devient assez central, je dirais tout simplement central. Nécessité de renouer le lien avec les autres et développer plus, je pense, d'attention dans un monde qui a été très très fortement donc distancié forcément, mais qui va malgré tout dans le modèle qui se dessine se poursuivre. Donc il faut trouver un juste équilibre en fait dans tout ça. Et je pense qu'il y a trois grands axes de réflexion autour de ça. En tout cas, ce que je vois, ce que je contribue à mettre en place par ailleurs. Il y a un vrai sujet autour du renforcement de la culture entreprise. On l'a évoqué, Pierre-Yves et Jean-Marc l'ont souligné. Donc autour de la construction d'une vraie promesse en fait employeur, de bout en bout. Hein, c'est comme un client. Quand on le recrute, on l'accueille, on l'accompagne, on le suit. Un collaborateur, de la même manière, doit pouvoir être accompagné, accueilli, accompagné dans toute sa période, je dirais, de vie avec l'entreprise. Donc la fameuse symétrie entre ce qu'on offre aux clients et ce qu'on doit pouvoir offrir en fait aux talents, donc autour du sens, les valeurs réaffirmées. Jean-Marc, tu l'évoquais autour de l'événementialisation. En effet, alors, fort de la période qu'on a traversée, l'événementialisation au sein des entreprises, c'est plutôt réduite. Mais en effet, chaque petit événement, en fait, ou chaque prétexte doit pouvoir être une occasion, on va dire, de célébrer l'engagement des collaborateurs, notamment. Chaque opportunité peut permettre de rassembler, de fédérer, d'engager et de valoriser en fait l'action de chacun au sein de l'entreprise. Donc voilà, peut-être un vrai sujet en fait autour de ça. Donc les petites attentions, chaque petite attention compte. L'expérience des collaborateurs, j'ai plus ou moins évoqué dans le fil, donc avec une vraie logique de transparence donc entre le collaborateur et je dirais l'ensemble de l'entreprise, communication, RH, etc. Et puis l'autre point autour de l'hyperflexibilité, je pense, les espaces et les organisations du travail qui se repensent en fait totalement au profit de la diversité et de l'inclusion. Ça, c'est un autre aspect qui me semble fondamental aujourd'hui. Et c'est vrai que on a aujourd'hui la chance d'avoir aussi des solutions qui nous permettent en fait de favoriser cette dimension collaborative pour faciliter le travail, en tout cas les échanges plutôt les uns avec les autres. Donc, je pense qu'il y a
un axe ou un sujet autour de libérer l'entreprise en quelque sorte et faire confiance dans la capacité de chacun à pouvoir construire ensemble le modèle d'entreprise en fait de demain. D'une étude que je lisais il n'y a pas très longtemps, elle révélait que 75% des salariés veulent jouer un rôle actif dans leur entreprise afin qu'elle affronte les grands défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Donc, je pense que c'est un indicateur qui est important. Je pense qu'il faut faire confiance aussi dans les talents et dans les collaborateurs pour pouvoir justement apporter des insights qui vont permettre en fait ce renouveau du modèle. Je ne pense pas que c'est un modèle qui tombera comme ça, qui sera défini par un CEO, un DRH. Oui, mais bien évidemment, parce que c'est leur rôle. Mais je pense que intégrer les collaborateurs dans cette réflexion me semble aujourd'hui fondamentale. En tout cas, il me semble que ça représente une belle opportunité en fait aujourd'hui de repenser tout cela avec les talents. Ouais, l'incarnation, hein, effectivement, Exactement. tu cites est effectivement importante. Pierre-Yves, le télétravail, tu l'as cité tout à l'heure, concerne finalement que 23% hein, des actifs. Maintenant, on le voit, le distanciel, les outils collaboratifs amènent des évolutions dans les pratiques managériales. Donc, je pense que c'est une question que posent beaucoup de membres de comité de direction. C'est déjà, voilà, quelles observations tu fais de ton côté sur les changements des modes de management et notamment le rôle qui peut être donné aujourd'hui aussi au management intermédiaire, dit autrement middle management. En fait, l'homme, c'est un animal sociable depuis tout le temps. Je ferais bien un parallèle en fait, entre ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Sur les côtés ressources, finalement, des matériels qu'on a dans une entreprise, on n'a plus le droit de consommer n'importe comment la planète. Et je pense que côté salarié, c'est le même sujet. Alors, on ne va pas tomber dans une caricature en disant que les chefs consommaient les salariés. Ce n'était pas à ce niveau-là, mais c'était quand même, on avait des équipes, on les faisait travailler, on leur donnait des objectifs, ils devaient atteindre ces objectifs, etc. Ce monde-là, aujourd'hui, il est terminé comme ça, parce que tout simplement, le manche a changé de côté. Il y a aujourd'hui du travail de tous les côtés. Il y a du boulot, comme toujours, pour les gens qui ont du talent. Mais en ce moment, en plus, ils sont encore plus mobiles qu'avant, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a vraiment besoin d'attirer, de donner du goût, donner de l'envie, donner du goût, attirer les salariés pour qu'ils aient plaisir à bosser. Alors, ce n'est pas non plus tomber dans le pays de oui, on reste là pour réaliser du travail, exécuter des tâches. Néanmoins, il faut avoir cette capacité à faire en sorte que le sens, en lui tout seul, donne envie aux salariés de réaliser ça, mais aussi de vivre avec les autres à côté, de créer avec les autres. Il faut créer ce cadre collectif. Alors, une fois encore, il existait dans beaucoup d'entreprises et il existe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Mais ce qu'il faut développer, c'est cette capacité à relancer une machine, à redonner aux personnes le goût d'être ensemble, y compris ceux qui avant étaient déjà en présentiel, compte tenu des différentes barrières qui étaient le masque, les tailles de personnes, le nombre de personnes dans les salles, dans les lieux de collectifs, etc. Il faut recréer tout ça avec du sens. Après, en termes d'action, je pense sur le middle management, on a aujourd'hui des équipes qui étaient des fois habituées à un type de management un peu qu'on peut qualifier à l'ancienne. C'est pareil, les gens s'en vont. Si on a un manager qui n'est plus au niveau, qui n'a pas la capacité à faire passer avec empathie, de s'intéresser à ses équipes, les intégrer dans les choix de développement, qui impose des modes de fonctionnement sans avoir pris l'écoute d'abord et qui ne fait pas correctement l'accompagnement au changement, au moindre évolution, toutes les entreprises évoluent en quotidien. Si on ne fait pas bien cet accompagnement au changement, les équipes s'en vont. Et surtout, les bons s'en vont. Alors, depuis tout le temps, les bons s'en vont. Il y avait, même quand c'était la crise, vous aviez 1% des gens qui partaient, etc. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, si vous avez 10-15% des équipes qui partirent en une année, parce que c'est devenu plus mobile, parce que la crise a révélé des gens, y compris au niveau géographique, y compris au niveau type de métier. Je veux dire, il y a des métiers qui ont été bouleversés. L'aérien, la construction aéronautique a été complètement bouleversée. Dans l'autre sens, l'agroalimentaire a moins vécu cette transfo. Donc, il y a des changements qui se sont faits. Et pour faire revenir des gens ou donner envie dans ces secteurs à des gens de travailler, c'est très compliqué. Donc, aplanir les organisations, c'est un des sujets qui va aider parce que, comme l'a dit Tina tout à l'heure, les équipes ont besoin de plus d'autonomie. Donc, il ne faut pas hésiter à aplanir, profiter des mouvements, profiter des changements pour venir aplanir. Alors, ce n'est pas infini, mais il faut aplanir un peu les organisations, que ce soit en haut d'ailleurs ou au milieu. Il faut en profiter derrière pour continuer à être très présent sur le terrain pour faire passer ces changements, c'est-à-dire avoir cette notion d'écoute et de relais et de communication dans l'autre sens. Après, il y a sur la planche un sujet qui est vieux, qui a 150 ans, qui est le sujet physique.
la forme physique. Et dans ces moments de changement, on a pu voir aussi que les personnes qui étaient en bonne forme, qui avaient une bonne activité, et donc y compris intellectuelle et physique, étaient les personnes qui résistaient le mieux. Et donc, soit il faut mettre en place des choses dans l'entreprise, soit laisser le temps. Mais effectivement, cette capacité, alors c'était Fayol, hein, déjà Henri Fayol, il y a 150 ans, qui disait qu'un bon manager devait être quelqu'un qui devait avoir une bonne forme physique. Donc, on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Je pense que les grandes écoles en France, d'ailleurs, le savent depuis pas mal d'années aussi. Donc, je pense qu'il il faut pas hésiter à investir sur ce côté-là, proposer des choses qui peuvent paraître décalées, parce que pour beaucoup de patrons aujourd'hui, dire que son salarié doit avoir une bonne forme physique, c'est quelque chose qui peut paraître décalé, mais en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'avoir des équipes en forme, c'est des équipes qui vont de l'avant. Et je ne parle pas forme, je ne parle pas santé, là. Je parle vraiment forme physique. Hein, je parle être en forme, quoi, mais pas sous l'angle santé, mais vraiment sous l'angle voilà, se sentir bien, savoir faire durer des réunions, savoir faire durer des efforts dans le temps, savoir rester concentré dans le temps. Tous ces sujets-là sont des sujets importants. Mais quand on fait grandir les salariés sur ces sujets, qui paraissent des fois connexes à l'ensemble, ça n'empêche pas les formations sur le métier, mais qui paraissent des fois connexes, ben on montre aux équipes qu'on s'intéresse à eux, au sens large. Ça ne veut pas dire faire de l'entrisme dans leur vie, hein, surtout pas, mais ça veut dire qu'on s'intéresse à eux dans le bon sens pour les développer, et parce qu'on est clair sur le fait que les développer, c'est nous développer. Donc je pense que ce sujet-là, c'est un point qui peut amener son lot d'intérêt, même si ce n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga. L'écoute et le management restent l'alpha et l'oméga dans ce moment-là. Oui, absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre-Yves. D'ailleurs, je vais faire le parallèle avec un de nos clients qui est un acteur de la mise à disposition d'espaces de travail et également de coworking et qui a centralisé son offre en fait à la fois sur le mobilier en fait, hein, vraiment gérer l'organisation de l'espace de travail et aussi sur le wellness. Donc, il y a toute une offre associée qui permet de maintenir effectivement les collaborateurs, je dirais, en forme. Et la promesse qui est la leur consiste à dire effectivement un collaborateur qui est bien installé dans un cadre voilà, adapté et en même temps qui arrive à se maintenir en forme et plus performant au travail. Voilà, donc petite parenthèse. Mais c'est le cas, ouais. Exactement. Alors, on arrive à la fin de cette intervention et conférence. Donc, avant de passer aux questions-réponses, un mot de la fin peut-être à vous, Pierre-Yves. Tu avais la parole. On te laisse peut-être démarrer. Oui, alors je dirais c'est un peu ce qu'on va trouver à l'écran. Je pense que c'est vraiment le moment, c'est le bon moment, mais c'est le moment de repenser. Beaucoup de choses sont bouleversées. Je pense que on l'avait vu venir, et pour le coup, c'est vrai qu'on l'avait annoncé, mais ce sujet sur la supply, ce sujet sur les ruptures, qu'elles soient humaines ou matérielles, c'est vraiment quelque chose qui demande de bouger en ce moment et qui impose de se relancer et de réfléchir, de le faire quand on est patron en collectif avec ses équipes, de ne pas hésiter à démarrer assez bas sur la prise d'informations pour remonter, parce qu'il s'est passé des choses dans les relations clients et des fois, c'est les personnes de l'administration des ventes, voire de la logistique, qui ont eu ces infos. Il ne faut pas hésiter à repenser le modèle, idem bien sûr dans ses relations fournisseurs. Donc, il faut repenser ce modèle et se relancer en tout cas et redonner du sens, remobiliser les équipes. C'est le bon moment. Merci Pierre-Yves encore une fois pour cette participation. Tina, de ton côté, oui, alors je partage à 1000% ce que vient de dénoncer Pierre-Yves. Alors c'est sûr que je trouve qu'on est dans un regain d'optimisme et ça fait du bien vu la période que nous avons vécue. Les défis sont de taille, on l'a partagé, et les opportunités en parallèle, elles sont de mon point de vue extrêmement nombreuses, en interne comme en externe. La logique aussi de partenariat avec des acteurs connexes en fait peut vraiment faire sens. Et en point clé, je pense que le sujet de la raison d'être réelle et vécue qu'on a partagé au cours de cette conférence est assez essentiel. Les talents au cœur, bien évidemment, tout en prenant en compte les enjeux sociétaux, environnementaux. Je pense que ce sont les leviers majeurs en fait pour amorcer une croissance responsable et durable qui fera sens pour tous. Absolument, merci beaucoup Tina. Et Jean-Marc, même exercice pour toi, ta conclusion en l'occurrence. Écoute, très rapidement, je pense qu'on ne fera pas l'économie de revisiter sa stratégie d'investissement. Il faut absolument revoir ça. D'une part, démoyenniser les approches sur le client et les marchés, utiliser les outils, la data dont on dispose pour arriver à détecter les opportunités de manière fine. Il faut intégrer la dimension développement durable
et pas en accessoire. Hein. Personne n'est dupe des accessoires de communication. Mais il faut l'intégrer dans cette stratégie. Et troisièmement, il faut investir dans les plateformes, dans les outils pour aller plus vite, pour faciliter le travail des collaborateurs et être à l'aise, être performant dans ce nouveau monde qu'on va vivre là. On n'a pas le choix. Ça arrive, c'est là. Exactement. Merci beaucoup Jean-Marc, merci Tina et merci également Pierre-Yves encore une fois pour ces notes d'optimisme et on a raison de l'être. Donc voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être à vos côtés ce matin. On a quelques questions qui nous ont été envoyées. Première question donc de Patrice Thiolet. Ne pensez-vous pas que la gestion des risques revient d'actualité, mais une vraie gestion des risques impactant la prise de décision? Jean-Marc, peut-être une réponse de ton côté? Oui, alors j'ai pas voulu insister là-dessus parce qu'en fait c'est vraiment le parent pauvre en général de la stratégie dans les entreprises, c'est-à-dire que on définit une stratégie, tout le monde travaille là-dessus, etc. Mais la partie gestion des risques, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marchera pas, est quelque chose un petit peu tabou parce que c'est un peu incantatoire. Si on parle de ce qui pourrait ne pas bien se passer, ben ça pourrait arriver. Le problème, c'est que ça peut arriver et ça arrive. Et donc dans tous les plans stratégiques qu'on réalise, eh bien, il y a toujours une analyse des risques. Et elle est indispensable parce qu'elle permet pas seulement de se faire peur, mais surtout de prévoir et de planifier des réponses adaptées, des réponses prêtes et donc des réponses rapides à ce genre de risque. Typiquement, on a eu du Covid. Demain, on a un gros problème. Au hasard, les plateformes type Facebook, Instagram ne fonctionnent plus. Ce serait Microsoft 365. On pourrait quand même se dire, c'est quoi la stratégie de l'entreprise dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je pense que c'est vrai que cette stratégie des risques, il faut l'inclure dans son approche plus globale de stratégie d'entreprise. Absolument. Très bien. Tina, une question pour toi de Joseph Giovannon. Comment interpeller les entrepreneurs sur la RSE, alors qu'ils sont charrette sur la relance et la gestion financière des déficits post-crise de Covid? Ouais, vaste question. Je pense que chacun doit être sensible à la démarche de la RSE naturellement. En fait, je pense que le vrai sujet, c'est comment en fait on peut intégrer dans sa stratégie et dans son quotidien ces éléments structurants et qui vont en plus faire, qui à mon sens feront la valeur de l'actif demain. D'ailleurs, dans le monde financier, la dimension RSE ou ESG en fait fait partie intégrante de l'actif immatériel en termes de valorisation, et ça va compter en fait de plus en plus. Maintenant, je pense que c'est peut-être probablement plus un sujet de moyens d'accompagnement par rapport à la capacité qu'ils peuvent avoir à le mettre en place. Je ne sais pas si c'est vraiment un sujet de comment on peut les interpeller, parce que je pense que chacun aujourd'hui est quand même relativement sensible en fait à cela. Donc, je serais curieuse de creuser quand même la question avec Joseph en l'occurrence. Okay. Ouais, Merci je peux beaucoup. ajouter un point Oui. peut-être, Vas-y, Pierre. Anthony ou Tina, c'est que parce que c'est indiqué sur la question, alors qu'elles sont charrettes sur la relance et la gestion financière des déficits post-crise. Le sujet aujourd'hui, pour combler des déficits ou combler des pertes, la seule solution, c'est de faire des marges. Je pense qu'il n'y a pas, enfin, on peut tourner autour du pot, mais globalement, c'est celle-là qui marche. Aujourd'hui, la RSE, c'est aussi une opportunité. Je disais tout à l'heure, c'est pas une contrainte, hein. C'est aussi une opportunité pour tout un tas d'entreprises de reproposer des produits, reproposer des choses qui vont être différentes de ce qui s'est fait pendant pas mal d'années, d'aller acheter à l'autre bout de la planète un produit qui consommait des tonnes de gasoil pour être produit ou pour être arrivé jusqu'à chez nous. Donc, c'est de proposer autre chose. Donc, ça offre aussi aux entreprises, en proposant quelque chose de proposer des produits avec des marges meilleures, améliorées par rapport à avant, puisque les clients, et c'est le cas, et aujourd'hui, des clients sont prêts pour se protéger, alors à la fois pour le RSE, mais aussi pour se protéger de tous les risques qu'ils ont avec cette supply chain mondialisée, sont prêts aujourd'hui à un prix supplémentaire. Moi, je ne sais pas dans quel type d'entreprise les uns et les autres travaillent, mais moi, je suis dans l'industrie. À l'heure actuelle, 100% des prix augmentent.
Ouais, absolument. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec une question de Didier pour toi, Pierre-Yves, qui disait voilà, qu'il ne comprend pas pourquoi le coût des transports et des matières premières augmente drastiquement entre 2019 et 2021. Et en parlant de 500% d'augmentation pour les transports Chine-Europe, comment l'expliquer? Alors, moi, il y a des tas de gens qui l'expliquent. Alors, je vais vous répéter ce que j'ai entendu parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine. On est passé, pour faire simple, d'un conteneur Chine-France qui était de 2 000 $ à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans, à autour de 18 000, 19 000 actuellement. Donc, on voit que c'est plus de 500%, hein, c'est presque 1000. Donc, c'est énorme. Pourquoi? Vous avez 56 milliards, je crois, ils ont fait les différents transporteurs de BNF depuis le début de l'année, là où ils faisaient globalement 5 milliards avant. Donc, il y en a qui profitent. Il y a une partie de pénurie, il y a moins de conteneurs parce qu'il y a eu une baisse de la production pendant un moment. Il y a eu une baisse des transports. Les transports ont été désorganisés parce que des ports n'arrivent pas à passer l'ensemble du flux. Donc, il y a une cause qui est, je dirais, liée au marché lui-même. Et puis ensuite, il y a des effets d'aubaine et des effets de prix qui se réalisent. C'est ce qu'on peut voir dans tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous êtes aujourd'hui un industriel et que vous devez faire venir 1, 2, 3 conteneurs et vous n'avez pas la puissance de feu de très gros importateurs comme Decathlon ou d'autres qui font venir des wagons en train, etc., mais que vous êtes un petit importateur, vous devez payer ces prix-là. Vous n'avez pas de tarifs sur le long terme et vous devez payer ces prix-là. Alors, il y a des moyens de se protéger par des tarifs long terme, mais au bout d'un moment, c'est comme le taux du dollar, c'est comme au bout d'un moment, ça tombe. Donc, si vous n'avez pas le bras de levier, et aujourd'hui, je pense que par rapport à ces sujets-là, il ne doit pas y avoir beaucoup d'entreprises qui ont des bras de levier, faut payer le plus cher. Et donc, qui dit payer plus cher dit qu'aujourd'hui, une production en Europe devient sur plein de sujets plus compétitive. Mais là, l'enjeu, ça devient de retrouver la supply chain. Parce que souvent, elle n'existe plus. Donc, il faut soit aller la trouver, soit venir en recréer une. Et c'est là qu'on va avoir besoin de partenaires. Donc, parfois, nous, entreprises, on peut faire partie. Il faut le regarder sous l'angle positif et se repositionner sur cet angle-là. Mais ce Ouais, qui est sûr, c'est que le coût du transport, le coût de l'énergie, semble-t-il, va continuer à rester élevé. Ok, je partage Perspective. ton point de vue, effectivement. Jean-Marc, une question de Pascal. Quelle forme d'organisation d'entreprise sera la plus adaptée? Centralisée versus décentralisée, voire cellulaire ou libérée au-delà des modes? Est-ce que la crise vous permet de penser qu'une forme serait supérieure à une autre? Elle sera décentralisée par construction, par nécessité déjà, hein. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une tendance forte et elle est décentralisée en termes de localisation physique. Après, on peut centraliser sur les processus et les règles de gouvernance. Mais je pense que il y a deux éléments qu'on voit aujourd'hui. D'une part, c'est la montée en puissance des jobs qui sont remote, qui sont 100% remote. Et donc, aux États-Unis notamment, on voit de plus en plus d'offres d'emploi et de propositions de conseils qui sont du 100% remote. Je pense que ça arrive ici aussi, clairement. Donc, ça fait partie des nouveaux modèles d'entreprise. Et ça veut aussi dire que, quelque part, on est aussi sur un marché presque mondial du travail aujourd'hui, hein. Sur certains postes, vous êtes en concurrence avec le plombier polonais, quoi. Et c'est clair que c'est une dimension qui va perdurer. Il faudra jouer avec. Ouais, absolument. Tina, une question d'Eddie qui s'adresse à toi. Le concept d'entreprise libérée que tu as évoqué existe depuis un bon moment, mais est très peu pratiqué dans les entreprises françaises. C'est une révolution managériale, mais aussi RH à amorcer. Quels moyens peuvent être envisagés pour aider les chefs d'entreprise et les managers? Oui, alors oui, l'entreprise libérée est un concept en effet dont on parle, mais qui au fond n'a pas réellement jusqu'alors trouvé véritablement en fait sa place. Donc je pense que ce qu'on évoquait tout à l'heure autour de la construction, en tout cas d'une réaffirmation de la promesse en fait de l'entreprise, enfin, version, en tout cas vision employeur, l'engagement en fait des collaborateurs peut être un beau levier, mais je pense qu'il s'agit ici, au fond, finalement, de repenser en fait complètement le programme
d'engagement, si je puis dire, en fait, du collaborateur et également les organisations, les modes de fonctionnement en fait en interne pour permettre en fait cela. Parce que quand on parle d'entreprise libérée, ça veut dire en effet qu'il y a un accompagnement en fait aussi du management. Il faut fonctionner de manière différente. Le travail hybride en fait impose de facto en fait ce changement. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on parle, je ne voudrais pas trop développer le principe même de l'entreprise libérée, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une fantastique opportunité au regard du changement de mode de collaboration, du travail hybride. Alors, travail hybride entre les collaborateurs internes, les collaborateurs externes également, qui montent de plus en plus maintenant en fait, dans les organisations pour éventuellement compenser en fait, des manques d'expertise, mais surtout pour permettre à l'entreprise potentiellement d'accélérer sur ce développement. Je pense que tous ces éléments-là, et si je puis dire, tous ces ingrédients-là, aujourd'hui, sont une belle opportunité pour commencer à travailler en fait sur ces sujets et repenser ou bâtir en fait un fameux programme qui permettra donc d'avancer sur cela en fait. Donc voilà, je pense que le moment est peut-être aujourd'hui la période est peut-être la bonne. En tout cas, elle est peut-être probablement plus favorable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques temps quand on commence à parler de cela, de l'entreprise libérée. Et je pense qu'il faut saisir la balle au bon et surtout probablement intégrer un peu plus les collaborateurs dans la construction de cette vision de l'entreprise en fait, d'aujourd'hui et de demain, au fond. Voilà, une question, et peut-être la dernière, donc, qui est posée par plusieurs personnes, je pense à Guy, Isabelle ou Olivier, donc pour essayer de la synthétiser. La mobilité donc, peut pousser les entreprises à revoir en fait leur organisation RH, voire même réduire aussi parfois les ressources, et se pose la question effectivement de l'utilisation des indépendants, des sous-traitants, et justement, quel est votre point de vue sur la question, encore une fois, dans l'usage aux ressources externes, indépendantes ou sous-traitantes? Alors, je peux donner déjà mon point de vue peut-être. Alors, l'hybridation, cette fois-ci, on va dire, des modes d'organisation en mixant interne, externe, en fait, moi j'ai toujours vécu dans des entreprises où on travaillait de cette manière-là parce que à dimension en fait, internationale, mais pas que, enfin, multigéographie, et surtout, en fait, la nécessité, en fait, le développement des compétences n'est pas forcément aussi agile et aussi rapide que le besoin de l'entreprise. Donc, le fait de pouvoir se doter de compétences externes, senior, moins senior, peu importe, sur les domaines particuliers, en fait, de mon point de vue, c'est aussi une fantastique opportunité pour pouvoir accélérer la transformation. Et la vertu, je pense, de former ces équipes hybrides internes-externes, c'est que l'externe vient aussi apporter un souffle un peu nouveau, de l'expertise aussi nouvelle, et ça nourrit le développement des compétences en fait, des équipes internes. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu et que je l'ai organisé dans différentes entreprises, telles que Carrefour ou d'autres, que j'ai accompagné. Et voilà, donc je pense que, en tout cas, je constate une nette accélération, on va dire, de ces schémas et de l'apport d'expertise externe, en fait, pour accompagner la transformation d'entreprise, parce que les compétences ne sont pas forcément toujours présentes par rapport au cap et au gap que doit passer l'organisation. Absolument. Pierre-Yves, tu as un point Oui, c'est ça. Non, mais enfin, je vais juste pas sur les paraphraser questions, parce que c'est justement, la même sur chose. les Le modèle est très bon. Après, si vous avez quelqu'un qui passe et qui est bien, embauchez-le. Ouais. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, ceci dit, tout le monde ne veut pas être embauché. Vous avez des gars, moi je vois que ce soit d'ailleurs en opérateur, en technicien et pas seulement cadre, vous avez des personnes qui préfèrent rester en intérim, préfèrent rester en mission. Donc ça, déjà, il faut être deux. Pour danser le tango, il faut être deux. Il faut que les deux soient alignés. Donc si vous avez quelqu'un qui est très bon et que vous pouvez l'embaucher, il ne faut pas forcément hésiter à l'embaucher. Il faut savoir le faire vivre ensuite dans la durée, il faut savoir le rémunérer dans la durée, il faut savoir le solliciter intellectuellement dans la durée. C'est-à-dire que c'est une chose d'embaucher un bon, mais il faut qu'il reste bon. Donc pour qu'il reste bon, il faut s'occuper du bon. Sujet qui n'a pas à s'occuper de la même manière lorsque vous prenez un externe, et l'externe, il va apporter tout de suite un apport d'énergie, de compétences, de techno, enfin peu importe, et vous n'aurez pas à le gérer dans la durée. Donc c'est pas où l'un et l'autre, c'est où. Enfin, je pense qu'on peut avoir besoin de l'un, besoin de l'autre. Ce n'est pas du tout en opposition. En fait, les deux, je pense, sont nécessaires et importants pour les entreprises. Il faut un socle d'équipe en interne solide, compétente, motivée, sollicitée. Et lorsqu'on est juste, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'extérieur.
Absolument. Je pense que c'est vraiment il faut rester pragmatique en fait sur ce sujet. Et comme je vous dis, faut que ça aille aux salariés, il faut que ça aille à l'intervenant. J'ai complété un peu le propos. C'est vrai que sur les indépendants en France, c'est aujourd'hui 12% de la population active, donc 3,2 millions d'indépendants à tout niveau. Hein, ça va je dirais du chauffeur Uber jusqu'au directeur général ou consultant en stratégie qui peut intervenir en indépendant. Et donc, c'est quand même une tendance de fond qui progresse et on voit une augmentation assez soutenue des indépendants parce qu'on est sur un marché en France notamment, qui fait 10% de croissance par an. La crise l'a un peu ralenti, mais finalement, l'année 2021 a amené énormément de demandes en sous-traitance et côté indépendant. Et si on fait le parallèle avec d'autres marchés, cette fois-ci aux États-Unis notamment, parce que c'est le marché autour des indépendants qui est le plus dynamique. Avant crise, on était autour c'était des études qui le montraient, mais on parlait de 30% d'indépendants dans les organisations, ce qui est énorme. Et les études amenaient à un effectif en gros de 50% du nombre d'indépendants dans les sociétés, donc en 2025. Voilà. Donc, il y a une vraie tendance aussi. C'est au-delà effectivement du choix dans l'organisation, c'est aussi un choix de vie et de travail pour les collaborateurs. Nous, on le voit côté management de transition et je pense que vous en êtes tous les trois l'exemple. C'est à un moment donné un choix de continuer à exercer son activité en mode mission, puisque l'idée étant aussi de s'orienter vers une transmission d'un savoir-faire et d'intégrer aussi des organisations qui ont des difficultés et donc de pouvoir les aider et les accompagner à franchir des caps. Donc, voilà pour compléter un peu le propos. Il me reste effectivement à vous remercier. Vous avez la possibilité, donc encore une fois, de télécharger le livre blanc directement sur adéquancy.com. On vous remet également donc les informations concernant donc la possibilité de nous solliciter sur l'adresse community@adéquancy.com. Et puis un grand merci donc à nouveau à Tina Cagliarno, Jean-Marc Bouvard et Pierre-Yves Morvan pour votre collaboration aujourd'hui à cette table ronde. C'était un vrai plaisir de travailler ensemble en tout cas. Merci Anthony. Merci. Bien, bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bonne journée en tout cas. Au revoir.